Don Juan ou le démon de l'immanence. Figure incontournable du théâtre du siècle d'or, Don Juan, création du dramaturge Tirso de Molina, promis à un bel avenir littéraire, a toute sa vie hanté Camus. Bon, au moment d'écrire cette communication, j'ai été prise de quelques scrupules, puisqu'elle s'intègre dans le théâtre de Camus et le siècle d'or, et qu'il n'y a pas de pièce de Camus qui s'intitule Don Juan. Donc je vous parlerai de Don Juan et d'une pièce qui n'a jamais été écrite. Mais c'est justement cette obsession camusienne qui nous paraît justifier ce travail. En effet, dès mars 1937, pour le centenaire de la mort de Pouchkine, le Théâtre du Travail à Alger, sous la direction de Camus, a mis en scène L'invité de Pierre, du poète, du père de la poésie russe, de la littérature russe, et Camus y tenait le rôle principal. Régulièrement, il revient tout au long de sa vie, et en particulier dans ses carnets, sur Don Juan, qu'il envisage d'unir à Faust, mariant ainsi deux mythes. Mais c'est le mythe de Sisyphe qui, dans le donjuanisme, s'attarde le plus longuement sur la figure du héros espagnol, puisque Camus va en faire la première des figures de l'homme absurde, à côté du comédien et du conquérant. Et vous savez bien que Don Juan est aussi un peu comédien et beaucoup conquérant. Enfin, on peut se demander si Clamence n'est pas le dernier avatar de Don Juan dans l'œuvre de Camus, et la chute serait alors Don Juan aux enfers. À partir de l'analyse des textes traitant de Don Juan, nous nous proposons de tenter de comprendre ce qui a pu fasciner Camus dans ce personnage mythique, né sur la terre espagnole au siècle d'or, sous la plume d'un moine de la Merci, et si son projet de mêler Don Juan à Faust avait quelque chance d'aboutir. Il me semble qu'il faut d'abord revenir au Don Juan originel, c'est-à-dire à l'abuseur de Séville. Pièce qui a été écrite dans le premier tiers du XVIIe siècle, donc par le frère Gabriel Tellez, moine de la Merci, plus connu sous le nom de Tirso de Molina. Et la pièce fut sans doute représentée pour la première fois en 1623 à Madrid. Son titre est double, L'abuseur de Séville et Le convive de Pierre. Et ce double titre lie pour l'éternité deux éléments fondamentaux du mythe, ce qui deviendra un mythe, et permet de voir dans cette comédia un sermon de carême. Dès l'origine coexistent en effet dans la pièce deux univers. L'un profane, dans lequel évolue Don Juan, l'autre sacré, dans lequel se manifeste une statue, par exemple, une statue miraculeuse. Don Juan aime tromper les femmes ou les hommes. La nuit, pour abuser une dame de qualité, il endosse une fausse identité, et le jour, pour séduire une fille du peuple, il lui promet le mariage. Il se présente au début, dans l'acte 1, comme un homme sans nom, insouciant, digne représentant de la jeunesse aristocratique de son temps. Il jouit de protection, celle de son oncle à Naples, puisque la pièce commence à Naples, de son père à Séville, et bénéficie donc ainsi d'une relative impunité. À Naples, d'un quiproquo sans conséquence, mauvais pas dont le sauvera son oncle, puis de bourla en bourla, Don Juan devient à Séville un meurtrier. Il tue en duel le commandeur, père d'Anna qu'il tente d'abuser. Tirso combine alors la vengeance d'un mort et celle de Dieu. En homme d'honneur, Don Juan se rendra au rendez-vous de la statue, et le ciel, par son intermédiaire, lui infligera un châtiment exemplaire, la mort. L'Espagne du siècle d'or fait donc de l'abuseur, du pécheur, un personnage du théâtre religieux édifiant. Et cette composante religieuse est indissociable du personnage originel, comme le montre cette exclamation réitérée tout au long de la pièce, je vous la donnerai en français, que tu me donnes un long délai. De quel délai s'agit-il? De celui qui reste au pécheur pour se repentir avant de paraître devant Dieu. Demander ce délai, c'est croire en la miséricorde divine. Don Juan est téméraire, certes, mais il est croyant, même s'il remet toujours le repentir à plus tard. Il pêche en fait par excès de confiance et par insouciance, il finira logiquement damné. Venons-en maintenant au Don Juan camusien, le premier en 1942, le second en 1956, de l'homme absurde à Clamence. Je vais d'abord vous parler donc de l'homme absurde. En 1940, alors qu'il se trouve à Paris, Camus effectue des recherches sur ce personnage,
sur le personnage de Don Juan et poursuit la rédaction du mythe de Sisyphe. Et il s'intéresse à une version qui fait intervenir les moines franciscains, version qu'il va intégrer à son essai philosophique. Pour Don Juan, écrit-il dans les carnets, voir Larousse, les moines franciscains le tuèrent et le firent passer pour foudroyé par le commandeur. Et effectivement, quand on regarde l'entrée Don Juan du Larousse du XIXe siècle, sur lequel Camus a travaillé et à laquelle il se réfère, le Larousse le donne pour personne légendaire. Et il rapporte la chronique de Séville, donc Don Juan, d'une illustre famille des 24 de Séville, tua une nuit le commandeur, après avoir enlevé sa fille. Le commandeur fut enterré dans le couvent de Saint-François, où sa famille possédait une chapelle. Cette chapelle et la statue du commandeur furent détruites par un incendie. Les moines franciscains, désirant faire passer les débauches de Don Juan, que sa naissance distinguée mettait à l'abri de la justice ordinaire, l'attirèrent une nuit dans leur couvent sous un prétexte trompeur et lui donnèrent la mort. Ils firent courir le bruit que Don Juan était venu insulter le commandeur sur son tombeau et que la statue l'avait englouti et entraîné en enfer. Mais Camus ne va pas s'en tenir à cette version. Il ajoute dans la même note des carnets, et dans cet ordre, dernier acte d'abord, et ensuite un avant-dernier acte, qui ne doivent rien à la légende franciscaine. Dernier acte. Discours des franciscains au peuple, Don Juan s'est converti, etc. Gloire à Don Juan. On notera que le romantisme est passé par là. Avant-dernier acte, provocation du commandeur qui ne vient pas, amertume d'avoir raison. Et il va intégrer cet avant-dernier acte au mythe de Sisyphe. Il écrit « Je crois surtout que ce soir où Don Juan attendait chez Anna, le commandeur ne vint pas, et que l'impie dut sentir, passé minuit, la terrible amertume de ceux qui ont eu raison. » Le chapitre sur le donjuanisme dans le mythe de Sisyphe montre que Camus conçoit le personnage de Don Juan comme un héritage espagnol. Donc, tout comme son ancêtre grec, d'abord, qui accomplit inlassablement mais consciemment pour Camus la tâche à laquelle l'ont condamné les dieux, rouler éternellement une pierre jusqu'au sommet d'une montagne et la pierre retomber sous son propre poids, Don Juan inlassablement séduit, trompe, abuse. Mais il est libre et conscient, tout comme Sisyphe, même s'il est inconséquent. Et il est évident que si vous voulez, il est évident que ce côté sisyphéen a touché Camus, et c'est la raison pour laquelle il en a fait la première figure donc, de l'homme révolté. Conforme cela au modèle sévillan et au Don Giovanni de Mozart, surtout ce Don Giovanni que Camus aimait tant, son Don Juan n'est pas triste. Il écrit « Ce rire, l'insolence victorieuse, ce bondissement et le goût du théâtre, cela est clair et joyeux. Il brave même la mort d'un rire insensé. » Je cite, « Jusqu'à la frontière de la mort physique, Don Juan ignore la tristesse. Depuis le moment où il sait, son rire éclate et fait tout pardonner. » Et c'est bien là où on voit que Don Juan est conscient. Il sait. Mais le rire n'est-il pas diabolique? Sa vie est une somme d'instants, un éternel présent. Quelle longue suite de jours pour qui sait être vivant, s'exclame Camus. Et pour mettre en acte une éthique de la quantité au contraire du saint qui tend vers la qualité, il ne possède jamais deux fois la même femme, il agit avec le temps comme avec les femmes. Il est donc possédé par le démon de l'immanence et de la sensualité. Je cite, « Ces visages chaleureux ou émerveillés, il les parcourt, les engrange et les brûle. Le temps marche avec lui. L'homme absurde est celui qui ne se sépare pas du temps. » Contrairement au personnage originel qui meurt en pleine gloire, Camus propose une fin assez paradoxale. J'accepte plus volontiers encore le récit de sa vie qui le fait s'ensevelir pour terminer dans un couvent. Ce n'est pas que le côté édifiant de l'histoire puisse être tenu pour vraisemblable. Quel refuge allait demander à Dieu? Mais cela figure plutôt le logique aboutissement d'une vie tout entière pénétrée d'absurde, le farouche dénouement d'une existence tournée vers des joies sans lendemain. La jouissance s'achève ici en ascèse. Et pour qui connaît Camus, on sait quelle place a tenu à certains moments dans son existence l'ascèse. On peut se demander ici, et Géliam me dira, s'il se souvient du Don Juan de Tolstoï qui finit sa vie dans un couvent après le suicide d'Anna. Le chapitre sur le donjuanisme se clôt sur la figure hiératique du premier Don Juan camusien face à un paysage fantasmé et, paraît-il, assez peu espagnol.
Je vois Don Juan dans une cellule de ces monastères espagnols perdus sur une colline. Et s'il regarde quelque chose, ce ne sont pas les fantômes des amours enfouis, mais peut-être par une meurtrière brûlante, quelque plaine silencieuse d'Espagne, terre magnifique et sans âme où il se reconnaît. Oui, c'est sur cette image mélancolique et rayonnante qu'il faut s'arrêter. Alors, je me demande s'il ne faut pas voir dans ce Don Juan un autoportrait de Camus. Et on sait que chez lui, l'Espagne était quand même très rêvée. Don Juan 1942, Don Juan 1956. 14 ans séparent donc ces deux visages. Et voir dans le héros de la chute Clamence un dernier avatar de Don Juan n'est pas très original. Tout comme son modèle espagnol, Clamence sert de révélateur à la société et aux hommes dont il va dénoncer les turpitudes. Dans sa pièce, par l'intermédiaire des bourrasques de son personnage, Tirso de Molina dénonçait les illusions de l'amour, que sont le duc Octavio, le marquis de la Mota, le laboureur Patricio ou le pêcheur Anfriso, sinon des ducs de l'amour et des femmes, avant de l'être de Don Juan. Mais l'abuseur de Séville est aussi une pièce sur l'honneur. En perdant le leur, les femmes tiennent en échec celui des hommes, bien folles qui s'y fient. En bon Don Juan, Clamence aime les femmes, mais il en a une piètre opinion. Ainsi, plus encore que le chapitre que Camus lui consacre dans le mythe de Sisyphe, certains passages de la chute tiennent, à mon avis, d'un véritable traité du donjuanisme. Mais, contrairement au personnage de Tirso de Molina, même de Molière ou de Pouchkine, c'est un Don Juan banal, sans motivation métaphysique, et qui frise même parfois la caricature. Je cite, vous savez que la chute est un monologue, donc un récit monologue. Il faut d'abord savoir que j'ai toujours réussi et sans effort avec les femmes. Je ne dis pas réussir à les rendre heureuses, ni même à me rendre heureux par elles. Non, réussir tout simplement. J'arrivais à mes fins, à peu près quand je voulais. On me trouvait du charme, imaginez cela. Vous savez ce que c'est le charme? Une manière de s'entendre répondre oui, sans avoir posé aucune question claire. Clamence diffère aussi du héros espagnol qui n'hésite pas à tromper son ami le marquis de la Mota en abusant d'Anna, sa dame. Mais le héros camusien y met quelques scrupules, non sans mauvaise foi. Je cite, « J'avais des principes, bien sûr, et par exemple que la femme des amis était sacrée. Simplement, je cessais en toute sincérité quelques jours auparavant d'avoir de l'amitié pour les maris. » En 42, Don Juan est espagnol. En 56, Clamence est français et libertin. Il revendique en effet sa sensualité. Je cherchais seulement des objets de plaisir et de conquête. Ma sensualité, pour ne parler que d'elle, était si réelle que même pour une aventure de 10 minutes, j'aurais renié père et mère, quitte à le regretter amèrement. Que dis-je? Surtout pour une aventure de 10 minutes, et plus encore si j'avais la certitude qu'elle serait sans lendemain. Et il va détailler pour son interlocuteur sa stratégie digne d'un Valmont. Je jouais le jeu, je savais qu'elles aimaient qu'on n'allait pas trop vite au but. Il fallait d'abord de la conversation, de la tendresse, comme elles disent. Le Tenorio aussi connaissait toutes les ficelles du grand jeu de la séduction. Il s'adaptait aux circonstances et aux êtres, mais son champ d'action était plus limité que celui de Clamence. En bon comédien, Clamence passe en revue tous les rôles qu'il endosse, agrandissant le répertoire. Je changeais souvent de rôle, mais il s'agissait toujours de la même pièce. Par exemple, le numéro de l'attirance incompréhensible du « je ne sais quoi », du « il n'y a pas de raison, je ne souhaitais pas d'être attiré, j'étais pourtant lassé de l'amour », etc. était toujours efficace, bien qu'il soit un des plus vieux du répertoire. Il y avait aussi celui du bonheur mystérieux qu'aucune autre femme ne vous a jamais donné, qui est peut-être sans avenir, sûrement même, car on ne saurait trop se garantir, mais qui justement est irremplaçable. Et je ne vous ai donné qu'un petit extrait de Satira. Tous ces rôles trompeurs ne sont pas sans rappeler les bourrasques de Don Juan, donc du Don Juan de Tirso, homme sans nom, donc avec les dames de qualité, comme je vous le disais tout à l'heure, et un épouseur à toutes mains, comme dira Sganarelle chez Molière. Clamence va donc épuiser tout le champ de l'amour jusqu'à la débauche, se métamorphosant en petit rouet blasphémateur. Désespérant de l'amour et de la chasteté, je m'avisai enfin qu'il restait la débauche, qui remplace très bien l'amour, fait taire les rires, ramène le silence et surtout confère l'immortalité.
Comme je désirais la vie éternelle, je couchais donc avec des putains et je buvais pendant des nuits. La vraie débauche est libératrice parce qu'elle ne crée aucune obligation. Elle est une jungle sans avenir ni passé, sans promesse surtout, ni sanction immédiate. Et il va même faire un détour par le sadisme, donc vous voyez qu'il est très imprégné du 18e, comme avec cette femme qu'il se mit à mortifier de toutes les façons. Il se vautre dans la débauche, mais il va être vaincu par son foie. Et voilà ce qu'il dit. J'aurais pu enfin trouver la paix et la délivrance dans cette heureuse dissipation, mais là encore, je rencontrais un obstacle en moi-même. Ce fut mon foie, pour le coup, et une fatigue si terrible qu'elle ne m'a encore quitté. Donc, vaincu par son foie, il va renoncer à tout, s'exile à Amsterdam, ville où les femmes trônent, offertes comme autre espèce sonnante et trébuchante dans des vitrines, triste fin pour Don Juan. Alors, j'aborde maintenant la troisième partie, que j'ai intitulée « Du détour par l'Allemagne au retour aux sources », point d'interrogation. Je vais d'abord examiner l'apparition de Don Juan dans les carnets et essayer de vous montrer que c'est une préoccupation constante de Camus. Alors, la première question que je me suis posée en travaillant sur Don Juan, il y a déjà quelques années pour le colloque de Barcelone, qui avait été initié par Hélène, je me suis étonnée qu'il n'ait jamais monté L'abuseur de Séville, puisqu'il avait monté déjà 3 pièces de théâtre, à Alger, La Célestine de Fernando de Rojas en 1937, et on vous l'a rappelé donc au cours de ces 2 jours, La dévotion à la croix et Le chevalier d'Olmedo. Alors, je pense, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que très tôt a germé dans son esprit, on le voit par les dates, l'idée d'écrire son propre Don Juan, en mêlant donc 2 mythes modernes, l'un espagnol, celui de Don Juan, et l'autre allemand, Faust. Et je me suis dit aussi que pour un auteur français, il était peut-être un peu difficile d'écrire Don Juan après Molière. La lecture des carnets nous révèle qu'en octobre 1942, alors qu'il travaille au Panelier à la première version de La Peste, il songe à un commentaire du Don Juan de Molière. Et 10 ans plus tard, donc en 1952, il écrit, dans ses carnets, écrire une mise en scène du Don Juan de Molière. Mais on ne retrouve ni le commentaire ni la mise en scène à la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, on ne trouve à Aix-en-Provence aucun dossier Don Juan, ce qui me porte à croire, ou que j'ai mal cherché, ce qui est possible, ou que Camus n'avait pas encore commencé la rédaction de sa pièce. Si je confronte par exemple à ce que je sais de l'élaboration de la pièce, où on trouve des dossiers préliminaires, et les dossiers préliminaires aussi, et puisqu'il était en train d'écrire le premier homme quand il est mort, et on a retrouvé donc un premier manuscrit. En 1959, il envisage de participer à un festival Don Juan à Mercel-Kébir, un des ports d'Oran, comme le montre sa lettre du 22 mai au metteur en scène Jean Gilibert. Il lui écrit « Oui, je m'intéresse au festival de Mercel-Kébir. L'an prochain, on prévoit un festival Don Juan, entre parenthèses, Molière, Tirso de Molina, Pouchkine, Lope de Vega, Thomas Corneille et peut-être Mozart. On a donc le choix. » Fermez la parenthèse. « Je ne pourrai tout faire, c'est évident. Mais il faudrait discuter de ça. Au retour d'Oran, faites-moi aussi, si vous le pouvez, la critique technique du lieu, de l'équipement et de l'organisation. Et on voit bien ici le côté metteur en scène de Camus. Et si ce projet avait vu le jour, mais vous savez, tout ce Camus est mort dans les premiers jours de 1960, Camus serait revenu non seulement à ses premières amours, mais il aurait aussi retrouvé sa terre natale. Son intérêt pour le personnage de Don Juan ne s'est jamais démenti et il poursuit recherche et traduction au cours de son dernier séjour à Lourmarin en décembre 1959. Et une dernière note des carnets révèle qu'il envisage de traduire 2 Don Juan espagnols. Celui, je cite, de Lope de Vega, La promesse accomplie, et aussi le Zorrilla. Alors, Zorrilla était l'auteur d'une pièce romantique Don Juan Tenorio écrite en 1884 et qui est jouée tous les 2 novembre, jour des morts, en Espagne. Et dans cette pièce, Don Juan est sauvé par l'amour. Il prévoit dans la même note de se documenter sur, je cite, les amours de Philippe IV avec Marguerite de la Croix, parenthèse, voir les procès célèbres d'Espagne, voir aussi, référence de page, Don Juan et le Don Juan de Gregorio Marañón. L'épisode de la séduction de la nonne n'est pas chez Tirso de Molina, il est ébauché
est en filigrane chez Molière en la personne d'Elvire et il sera repris par les romantiques. Quant au livre de Marañón, Don Juan et le donjuanisme, il avait été publié en 1958 chez Gallimard et Camus étant lecteur chez Gallimard l'avait sous la main. Camus y a trouvé mention de la pièce de Lope de Vega et dans les procès célèbres de l'Espagne de Maurice Soulier, l'auteur rapporte l'histoire de ces religieuses du couvent madrilène Saint-Placide fondée en 1633, possédée par le démon Peregrino. Et je me suis demandé si c'était à cette légende que se rapportait la sentence notée par Camus à la même époque, en décembre 59, dans ses carnets, je cite, « Derrière la croix, le démon ». Et on trouve cette traduction française de l'expression espagnole en mars 1959, mais on la trouve en espagnol dans les carnets, « Detrás de la cruz está el demonio ». Alors, on va revenir maintenant à notre couvent madrilène, donc, qui abrita les amours contrariés de Philippe IV. Alors, Soulier et Marañón rapportent tous les deux l'aventure du roi Philippe IV avec sœur Marie-Béatrice que Camus nomme Marguerite de la Croix, conformément à Gregorio Marañón, ce qui nous indique qu'il a lu Marañón mais qu'il n'a pas encore lu, j'ai le temps ? Non. Qu'il n'a pas encore lu Soulier. Marañón donne l'histoire pour légendaire et il pense, et ça a dû intéresser Camus, qu'elle aurait été un argument merveilleux pour une comédie de l'un des grands écrivains contemporains ou même pour un drame romantique. Et il ne manque pas de la raconter, comme une comédie de cap et d'épée, etc. Bon, je vais passer un peu rapidement et en venir à ma dernière partie, Don Juan Faust ou l'impossible pièce, point d'interrogation. Donc à partir de maintenant, j'entre dans le domaine des conjectures, puisque notre propos concerne une pièce qui n'a jamais été écrite et dont nous ne possédons au mieux dans les carnets qu'un titre, donc Faust, quelques ébauches de scènes et des notations diverses sur Don Juan ou Faust. Le drame de ces deux héros, nés à 50 ans d'intervalle sous des cieux opposés, recèle une structure assez semblable. Emportés par l'Ibris, ils sont frappés d'un châtiment surnaturel qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Des dramaturges, surtout à l'époque romantique, se sont intéressés aux deux personnages et selon Giovanni Macchia, je ne sais pas comment on prononce, à cette époque, Don Juan sombre dans l'angoisse atteint de faustisme. Après Vogt et Grab, ce dernier les met en présence et en fait des rivaux en amour, Pouchkine écrit Le Convive de Pierre et une scène de Faust qui commence par ces mots « Je m'ennuie ». Lénaud, avant son Don Juan, est l'auteur d'un Faust. Camus n'est pas le premier donc à avoir voulu rapprocher ces deux personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, les deux personnages étaient rapprochés par le théâtre des marionnettes, puisqu'au cours d'une même représentation, on jouait successivement Faust, puis Don Juan. Dès 1938, Camus s'intéresse à Faust et en décembre de cette année-là, il écrit « Le Faust à l'envers. L'homme jeune demande au diable les biens de ce monde. Le diable, qui a un costume sport et déclare volontiers que le cynisme est la grande tentation de l'intelligence, lui dit avec douceur « Mais les biens de ce monde, tu les as. C'est à Dieu qu'il faut demander ce qui te manque. Si tu crois que quelque chose te manque, tu feras marcher avec Dieu et pour les biens de l'autre monde, tu lui vendras ton corps. » Après un silence, le diable qui allume une cigarette anglaise ajoute « Et ce sera ta punition éternelle. » Alors je pense que je n'ai pas le temps de commenter le fait que le diable fume, ce qui est dommage, parce que c'était intéressant. Et on trouve l'épisode du diable du feu chez Gendarme de Bévote, et on la trouve également chez Gautier dans Les âmes du purgatoire. Et Camus avait lu Gendarme de Bévote pour le mythe de Sisyphe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Don Juan de Tirso ne conclut pas de pacte avec le diable, bien sûr, comme Faust, mais insensiblement, il tombe en son pouvoir, et il en est comme la figure, lui, l'abuseur. Et le diable, c'est bien évidemment l'abuseur, celui qui trompe. Donc je passerai également sur quelque chose qui était un peu amusant, mais je n'ai pas le temps, sur un... Je peux ? Bon, alors je vais quand même vous livrer quelque chose qui est intéressant. Donc sur ce diable cynique en costume de sport qui allume une cigarette anglaise, à tout d'une version moderne de Don Juan. Et
je songe ici à l'analyse que propose Maurice Mollo du mythème de Don Juan fumeur. Je trouve ça assez savoureux, surtout la conclusion. Le tabac est un aliment qu'on ingère sans l'absorber. La loi du tabac est qu'une fois le plaisir pris, on l'élimine intégralement sans en garder que le goût d'une éphémère jouissance. Don Juan consomme le cigare comme il consomme une femme, sans autre fin que d'y prendre plaisir, et de la rejeter aussitôt, inutile désormais, inabsorbable, une fois épuisée, par épuisement immédiat, la jouissance qu'on s'est promis d'en tirer. On ne saurait fumer 2 fois le même cigare ni la même femme. Je me laisse à votre... On se souvient cependant que la pièce de Molière débute par l'éloge du tabac. Alors, donc Mollo a dit quelque chose d'intéressant. Il a rappelé les piropos andalous, et l'un d'eux, ah petite, donc c'est le compliment que les hommes adressent dans la rue en Andalousie aux femmes. Ah petite, on allumerait une cigarette à la braise de tes yeux. Et du diable à la femme, il n'y a donc qu'un pas, et vice-versa. Et on retrouvera trace de cette note dans le mythe de Sisyphe. Faute réclamer bien de ce monde, le malheureux n'avait qu'à tendre la main, c'était déjà vendre son âme que de ne pas savoir la réjouir. Donc dès le mythe de Sisyphe en 42, Camus parle de Faust. En 54, il revient sur Don Juan et le diable. Don Juan pacte avec le diable, mais sans le diable. Parier pour le monde, la sensation et la jouissance, c'est faire un pacte avec le diable. Parier pour la justice, c'est pactiser aussi. Mais c'est surtout à partir de la fin 54 que le projet semble se concrétiser. Et je vais donc essayer de voir s'il est possible, à partir de ces notes éparses, de dessiner une éventuelle future pièce. Alors, en 54, Camus hésite quant au titre. Don Juan Faust devient Don Juan, entre parenthèses, ou le docteur Tenorio. Et fin 1954, on trouve Don Faust, qui restera. Le titre définitif est donc trouvé, et à la même époque, Camus, non pas à la même époque, début 56, Camus annonce le 3e cycle de son œuvre, auquel David avait fait allusion. Le 3e étage, c'est l'amour, et donc, vous savez, ça fonctionne par roman, pièce de théâtre et essai philosophique. Le premier homme, Don Faust, le mythe de Némésis. Les 2 héros apparaissent soit séparément, soit fondus en un seul. Alors je vous donne quelques citations. Ils gardent parfois leur propre identité. En 54, Don Juan, c'est Faust sans le pacte, développé. Début 56, Faust et la jeunesse des femmes, confère Dupuis, je n'ai pas retrouvé qui était ce Dupuis. En 56-57, scène où Don Juan assiste à son enterrement. Et il revient ici à la légende espagnole, puisqu'on retrouve cet épisode dans la légende populaire. La plupart du temps, ils sont mêlés dans leur appellation, mais on a en cœur 2 personnages. Ainsi, début 56, Don Faust et le docteur Juan. La même année, en septembre, Camus recopie l'aphorisme 327 du livre de Nietzsche, Aurore. Je vais juste vous lire le début. Une fable, c'est intitulé Une fable, le Don Juan de la connaissance, aucun philosophe, aucun poète ne l'a découvert, il lui manque l'amour des choses qu'il découvre, mais il a de l'esprit et de la volupté, et il jouit des charmes et des intrigues de la connaissance, qu'il poursuit jusqu'aux étoiles les plus hautes et les plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin il ne lui reste plus rien à chasser, si ce n'est qu'il y a d'absolument douloureux dans la connaissance, comme l'ivrogne finit par boire l'absinthe et l'eau forte. Et c'est intéressant parce qu'il lisait en même temps, donc on retrouve dans les carnets des notes sur Don Juan, sur Faust, et il lit en même temps Nietzsche. Alors, je me suis demandé s'il avait l'intention de fondre à cette époque les 2 héros en un seul. C'est alors, oui, que Faust va se métamorphoser en Don Juan, devenant Don Faust. En 1956-57, on peut lire dans les carnets « Faust rajeunit en Don Juan. C'est l'esprit sage et vieux sur un corps jeune, mélange détonnant. » Je veux bien le croire. Et dans la même note, Don Faust ou le chevalier d'Occident. Donc ces notes que je viens de vous lire précèdent immédiatement l'aphorisme de Nietzsche. En 1957, la métamorphose s'opère sous nos yeux. Don Faust. Quand il est transformé en Don Juan, la scène commence par un grand rire d'homme en coulisses qui marque l'entrée de Don Juan. Et cette note est suivie d'une autre citation de Nietzsche. D'autres personnages apparaissent aussi.
comme dans une note de 56, Don Fos et le docteur Juan, dont je vous ai déjà parlé, Leporello, le valet de Don Juan chez Mozart, et un autre valet tout droit sorti d'une autre œuvre de Camus, l'impromptu des philosophes, Néant. Je cite, « C'est votre nouveau valet ? Oui, c'est un philosophe, je l'ai acheté à Paris. » On trouvait déjà Néant dans une note de 54. Je cite, « Sganarelle serait monsieur Néant de l'impromptu des philosophes. C'est lui qui annonce, il ne viendra pas. » Entre parenthèses, il chapitre le père de Donia Anna qui interroge Don Juan sur ses vices, voire impromptus. Alors il y a un seul personnage dont il ne dit presque rien mais qui ne changera pas de nom, c'est Donia Anna, le personnage féminin. Qu'en est-il de la statue ? En juin-juillet 51, Camus revient à une idée déjà exprimée dans le mythe de Sisyphe, le commandeur ne vient pas au rendez-vous. Ce qui est un peu embêtant dans le mythe de Don Juan. Sous le titre « Petit acte sur le séducteur », voici ce qu'on peut lire. À minuit, rien. Le commandeur n'est pas venu. Le séducteur est triste. Il s'en va. Venez, dit Anna. Non, on ne peut le même jour avoir raison et être heureux. Il se ravise. Et pourtant, si, vous avez raison, il ne reste que le bonheur. Il ne reste même que l'amour auquel vous n'avez jamais cru, n'ayant jamais cessé de croire à vos propres rêves que vous appeliez Dieu. Il la regarde. Est-ce donc cela, l'amour, ce que je sens monter en moi ? C'est sans doute cela, mais écartez doucement tout le reste autour de cette plante fragile. Doucement, doucement, faites place enfin au bonheur. Et je me suis demandé si Camus ne se souviendrait pas ici, donc, de l'invité de Pierre de Pouchkine, où le héros est sauvé, mais où Anna n'est plus la fille du commandeur, mais sa femme. Et dans une note de 1956, on retrouve Néant, le valet philosophe, qui affirme à Don Faust « Cette statue, vous pouvez l'inviter, vous ne la verrez pas venir. » Don Faust, en es-tu sûr ? Invite-la. Leporello y va. Don Faust, non, il hésite. Oui, Leporello bouffonne avec la statue, et ce Leporello qui bouffonne à la statue est peut-être une réminiscence de Sganarelle. Camus a-t-il esquissé une construction de sa pièce ? On trouve des indications sur le début ou la fin de la pièce. Pour le début, une note de 56. Premier tableau ou prologue, Faust demande à tout connaître et tout avoir. Je te donnerai donc la séduction, dit le diable. Et Faust devient Don Juan. Et Camus nous livre à la même époque ce qui pourrait bien être son idée de départ. Je cite, « Le vieux docteur du prologue est un savant atomiste. Il pourrait faire sauter le monde. Mais ce n'est pas cela, il veut jouir et connaître. » Et Don Juan, donc, pour l'occasion, va servir non seulement à humaniser Faust, mais à sauver le monde. Pour la fin, oui, 5 minutes. D'accord. Pour la fin, donc, Camus va revenir aux moines franciscains. Et je vais vous lire simplement cette note de début 55 qui pourrait bien constituer une fin pour la pièce. Don Faust ou le docteur Tenorio. Je n'ai jamais rien demandé pour ce que je donnais. Je n'ai jamais parlé de ce que j'ai fait. Je m'estimais trop peu pour avoir jamais assez donné. Et je pensais d'abord à tout ce que je n'avais jamais donné. Mais aujourd'hui, j'ai besoin du peu que j'ai fait. J'ai besoin de ceux d'ici. Ceux à qui je n'ai jamais refusé ma main, ni mon secours. Qu'ils parlent et qu'ils témoignent en ma faveur. Tous se taisent. Alors c'est moi qui vais parler. Celui-ci, texte révolté, entre parenthèses. Et étant donné la date, 55, Camus travaillait à la chute et je me suis demandé si ce n'était pas peut-être un intertexte, donc, avec la chute. Bon, pour le dernier tableau, voilà ce qu'écrit Camus. Dernier tableau, il faut payer. On y va. Non, dit le diable, il faut venir contre son gré ou sinon on meurt simplement. Mourrons donc simplement. Ici, cœur des hommes qui accueillent le héros parmi eux, mieux vaut tard que jamais. Ce qui s'oppose à la pièce de Tirso de Molina où l'on sait que quand il est trop tard, il est trop tard. Une note de 54 est intéressante. Camus travaillait à ce moment-là aux nouvelles de l'exil et le royaume pour l'acte 3. Acte 3 au Brésil, avec les esclaves. Acte 4, acte 5, devient homme et solitaire, solidaire avec tous. Et on se demande pourquoi il avait peut-être envisagé de délocaliser Don Juan, Don Faust plutôt au Brésil, comme la nouvelle L'exil et le royaume, dans L'exil et le royaume, la pierre qui pousse. On trouve aussi d'autres pistes donc à développer, des bribes de dialogue,
mais rien qui puisse constituer donc des développements psychologiques, ni une véritable pièce. Et je veux juste vous lire, avant de conclure, cette dernière note d'août 57 qui montre bien que Camus était avant tout un homme de théâtre et qui peut évoquer aussi les théâtres de marionnettes. Les vieux croyants en Russie pensaient que nous transportons un petit démon sur l'épaule gauche et un ange sur l'épaule droite. Il y a là une idée de théâtre. Pour Don Faust, point d'interrogation. L'ange et le démon grandissent selon qu'on les nourrit. En général, l'un ou l'autre est très grand. Mon personnage rentre avec deux personnages plus petits et d'égale hauteur. Leur dialogue entre eux, du personnage aux deux créatures, des deux au personnage, etc., etc. Et donc, je vais en arriver à ma conclusion. Au terme de cette recherche, Don Juan apparaît comme le plus complet des héros camusiens. Figure de l'homme absurde, c'est aussi un révolté qui commet l'hybris. Il entre ainsi dans les trois cycles. Très tôt, Camus s'intéressait donc à un autre héros, Faust, animé comme Don Juan par l'esprit de révolte et d'orgueil. Et il a envisagé de les fondre en un seul personnage. Mais une œuvre doit avoir une unité, surtout pour Camus. Et Camus ne semblait pas encore avoir trouvé celle de son Don Faust. Les notes qu'il nous a laissées dans les carnets montrent qu'il n'avait pas encore réussi à se fixer un cap peut-être difficile à trouver, tant les directions et les contextes diffèrent. Le projet ne conduisait-il pas dès le début à une impasse? Car Faust à l'envers, c'est Don Juan et vice-versa. Les deux semblent voués à ne jamais se rejoindre, mais quelle motivation animait véritablement Camus? Ce projet ne lui tenait-il pas à cœur, conscient qu'il était de son côté donjuanesque? Avec Don Faust, a-t-il voulu créer un homme parfait et a-t-il été à son tour frappé par l'hybris? Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre. On peut en revanche s'interroger à la manière de Camus sur la figure de Don Juan. Est-il viable dans notre monde moderne? Une dernière note du cahier 9, datant de décembre 59, semble signer l'arrêt de mort du personnage. Pour Don Faust, il n'y a plus de Don Juan puisque l'amour est libre. Il y a des hommes qui plaisent plus que d'autres, mais ni péché, ni héroïsme. On peut donc légitimement se demander si cette pièce aurait une chance de voir le jour, ou si Camus ne s'en serait pas finalement tenu à son rôle d'adaptateur et de metteur en scène, dans son théâtre, celui que Malraux était sur le point de lui confier. Il fallait donc en revenir au fondement du mythe et adapter la pièce espagnole du siècle d'or, ou d'autres postérieures, ce que Camus envisageait dans sa lettre à Gilibert. Je vous remercie.